Question aujourd'hui, la question de la démocratie, le constat clair, c'est qu'on est face à une crise. Là on va utiliser les sondages, ceux qu'on critique souvent, parce qu'on est dans une démocratie de l'opinion du sondage, où ça va très vite, tant de Français sont pour ou contre telle et telle question, on n'a pas le temps d'aborder un débat en profondeur, mais il y a un sondage qu'on va pouvoir utiliser peut-être avec nous, c'est la question qu'aujourd'hui plus de 70% des Français ne veulent ni d'Hollande ni de Sarkozy. Et aujourd'hui, le risque, ou la réalité, c'est qu'on risque de se retrouver avec l'un ou l'autre président, avec la menace de l'extrême droite, bien évidemment, ou de l'abstention. Donc on s'aperçoit finalement que le constat crise économique, une crise économique qui perdure depuis 1973, c'est-à-dire crise politique, c'est-à-dire une défiance vis-à-vis de la classe politique. On voit parfois des expressions radicales, comme on dit souvent, des gens radicalisés quand on parlait justement des mouvements sociaux, des manifestations, etc., ou des ciblages sur bureau du Parti socialiste, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une défiance et il y a un rejet qui peut s'exprimer parfois de manière plus ou moins violente. Parce qu'aussi, on est face à une violence d'un système symbolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un sentiment à la fois de ne pas être écouté. Je parle à l'échelle nationale parce qu'à l'échelle municipale, les choses sont tout de même différentes. Et donc, il y a cette crise, ce constat de la crise. À partir du moment où on a fait ce constat de la crise, de défiance vis-à-vis de la vie politique française, on se dit finalement, qu'est-ce qui peut être fait ou entamé? Il faut faire tout un tas de constats. Qu'est-ce qui est en train de se produire dans la société française? Qu'est-ce qu'on a vécu comme transformation aussi en termes de, ce qu'appellent les sociologues, en termes de changement social? Et là, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en train de se produire dans la société française. Tout d'abord, on assiste aujourd'hui à un changement dans le paradigme de l'éducation. L'éducation aujourd'hui, pour un enfant qui a aujourd'hui, on va dire, entre 5 et 10 ans, il y a 4 facteurs de socialisation. Il y a l'école, qui est clé dans le dispositif, avec une école qui est un facteur de reproduction des inégalités sociales. Dès qu'on peut fuir la classe du dessous, on le fait. La famille, qui est en pleine transformation. On l'a vu avec les évolutions juridiques récemment, le mariage pour tous, etc. Puis notamment des divorces. Et puis le fait que le mariage n'est plus une institution majoritaire. Plus d'un enfant sur 2 en France naît en dehors d'un mariage, ce qui d'ailleurs était assez surprenant, c'est de voir la teneur des mobilisations pour défendre une institution qui n'est plus aujourd'hui majoritaire, quoi qu'on pense de l'institution. Le troisième facteur de socialisation, c'est l'environnement immédiat, là où on va grandir, l'endroit où on va avoir des loisirs, voilà, l'espace immédiat. Et le quatrième, ça a été abordé dans le quatrième pouvoir, ce sont les écrans. On est dans le temps des écrans. L'humanité a eu ces 3 phasages qui existent encore, qui ne sont pas... qui sont assez schématiques. C'est le temps de la transmission orale, le temps de la transmission de proximité, le temps de l'imprimerie qui a été une grande révolution, qui a permis la diffusion des idées, la création des États-nations, des écoles nationales, d'une uniformisation des langues. En France, elle est encore plus importante que dans d'autres pays, par exemple comme l'Espagne. Et puis l'enfant passe plus de temps devant un écran, quel qu'il soit, un téléphone, une télévision, une PlayStation, etc., qui sont aujourd'hui des outils de diffusion de savoir, des outils de diffusion de l'aliénation aussi, et donc qui sont aujourd'hui essentiels aussi sur cette question démocratique et aussi démocratie, c'est-à-dire d'émotionnel. Parce que vous savez très bien qu'une vidéo aujourd'hui, et d'ailleurs Facebook vous suggère régulièrement d'en faire une, peut être un facteur de diffusion très rapide et finalement peu complexe, des réalités qui sont en général beaucoup plus complexes que ce qu'on va avoir sur des vidéos. Donc il faut bien voir ça, c'est d'un point de vue aujourd'hui de l'éducation. Et en France, on sait qu'on est dans l'un des pays les mieux équipés, par exemple en termes de bibliothèques au monde. On est dans un pays où même dans les petits villages, il y a des bibliobus. Donc la question aujourd'hui de l'accès à un certain nombre d'informations, elle est là. Maintenant, c'est de savoir comment on peut les utiliser et puis bien analyser cette tendance, parce qu'on pourra toujours être nostalgique de ce qui a pu se passer par le passé, mais c'est une réalité. On est dans le temps des écrans, c'est comme ça. Donc à partir de ce constat-là, on peut se dire qu'un des grands leviers de la question démocratique, c'est effectivement, ce sont les médias, qui sont censés être un contre-pouvoir. Une grande partie, on va dire, des médias traditionnels, Libération, Le Figaro, etc., sont concentrés, sont soutenus même financièrement, parce que les modèles économiques sont en train de changer, ça ne tient pas simplement sur les ventes ou les abonnements, on le sait bien, par des groupes industriels. Donc
On l'a vu encore récemment avec Canal+, donc ce qui signifie que il y a un contrôle idéologique. Il est beaucoup plus léger que, on va dire, dans des régimes de type dictature, mais il est là, il est puissant. Et en plus, ce qui se produit, c'est que les citoyens, et en plus, si vous voulez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont une caisse de résonance à ça. Pourquoi? Parce que, essayez, faites l'expérience, vous allez voir, poster un article sur Trier-Weiler et l'affaire du scooter et des croissants et le livre en PDF en ligne, et poster un article où vous allez parler de cette question de la Constitution, de la révision de la Constitution, etc. Et vous verrez le nombre de partages que vous allez avoir et le nombre de diffusions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, de concitoyens qui se plaignent du phénomène d'auto-aliénation, mais qui en sont les reproducteurs. Ils vont dire, regardez BFM, ils racontent des conneries, mais ils postent l'article de BFM. Donc il y a une caisse de résonance et il y a une énergie aujourd'hui qui est gaspillée sur toutes ces questions-là. Je pense que même François Hollande, en tant que président stratège, il a même instrumentalisé cette petite question du livre de Trier, enfin pas du livre de Trier-Weiler, mais la petite affaire du scooter, etc. Je pense que ça a été même pensé, parce qu'après on n'a plus entendu Pro parler de sa vie privée. Mais ça c'est un autre débat, mais c'est pour dire aussi que derrière il y a aussi une question citoyenne, parce qu'il y a aussi des bons médias, il y a un travail qui est fait par un certain nombre de journalistes. On ne peut pas faire qu'un tableau sombre en disant les médias, ce qu'on entend d'ailleurs souvent, les médias sont responsables, les médias sont responsables. Je l'entendais encore récemment sur la question des attentats. Les médias n'ont pas parlé assez de ce qui s'est passé en Irak. Mais on n'a même pas entendu parler de ce qui s'est passé au Yémen. Ce qui s'est passé au Yémen, où il y a aujourd'hui il y a une guerre menée notamment par le soutien et l'armement de la France à l'Arabie Saoudite. Et voilà, donc tout ça, ça relève de tout un tas de hiérarchies. Maintenant, sur la question politique, donc, on a fait le constat de la crise, des outils de l'éducation. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu vivre par le passé, ce qui faisait office d'autorité, par le passé c'était l'Église, l'armée, etc. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la famille, l'environnement immédiat, la famille qui est en pleine transformation. Et on vit donc des transformations aussi capitales. L'urbanisation, comme vous le savez, une société de services marquée par le chômage, une société basée sur un modèle du tout pétrole, c'est-à-dire qu'on en a partout, dans les chaises, dans nos fringues, dans le verre en plastique, on a le pétrole dans l'agriculture, dans le pesticide, etc., etc. Donc il y a une question de modèle social, de modèle de consommation, et la vraie transformation, c'est de se dire comment on passe d'une société de consommation à une société de service. On aura toujours besoin de se déplacer, c'est un peu ce qui est fait avec aujourd'hui l'autolibre, les solutions partagées. On est en train finalement de retrouver un certain nombre de solutions, parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a une crise environnementale, et on se dit que finalement, on est dans une phase où on voit les limites de l'hyperconsommation, de toutes ces choses-là, et les limites aussi du tout pétrole, parce que la crise de 73 est en partie liée à l'endettement d'un certain nombre de sociétés, au premier choc pétrolier, et on n'est pas sorti de cette crise. Aucun gouvernement n'a réussi à faire en sorte de dépasser cette crise. Peut-être aussi parce qu'il y a eu, sur certains aspects, un manque de volonté politique, parce qu'on ne pourra pas nous dire que la France étant parmi les 10 premières puissances mondiales, un pays qui n'arrive pas à régler le problème de personnes qui dorment dehors aujourd'hui. Peut-être qu'il y a aussi, alors, des théories parfois qui peuvent paraître farfelues, mais je pense qu'aujourd'hui, un pays comme la France peut régler la question avec les moyens qu'on a en France. Il suffit juste de regarder ce que représentent aujourd'hui les entreprises du CAC 40, ce qu'elles dégagent comme bénéfices. Regardez une entreprise comme Danone, parce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux un discours très chouette d'un des dirigeants de Danone, mais Danone en même temps tire des profits et licencie des salariés. Donc il y a même cette idée finalement qu'on peut tenir tout un tas de discours extrêmement mignons, sympas, etc. Mais il y a cette réalité du capitalisme financier. On a souvent une cible, c'est on va dire les médias sont responsables de certaines réalités, alors que parfois ils sont les caisses de résonance et les citoyens se font l'écho de ce que disent les médias. Et aujourd'hui, il faut bien situer la classe politique. Où est-ce qu'elle est? La classe politique, à mon sens, est une caste au service d'une caste qui est bien au-dessus. On dit souvent les politiques, mais finalement, on se trompe, on va dire, de première cible. Quand on dit les politiques, il y a bien... C'est là où on touche la question, effectivement, du lobbying. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en coulisses? Alors, le terme lobby, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient. C'est un terme qui est assumé dans la tradition anglo-saxonne. C'était en pleine guerre de sécession aux États-Unis. Il y a eu une institution, alors vous voulez, à Washington, et le responsable politique a reçu les doléances d'un certain nombre de groupes dans le lobby, donc le rez-de-chaussée de l'hôtel,
Et donc le terme est né de là. Alors le terme est beaucoup plus assumé dans la tradition américaine ou dans d'autres sociétés que dans la tradition française. Pourquoi? Parce que le modèle français est un modèle républicain, où on est censé faire fi des appartenances primaires, ethniques, religieuses, etc., etc. Donc on a beaucoup plus de pudeur à l'aborder. Pourtant, j'ai entendu tout à l'heure parler du lobby pharmaceutique qui est bien présent, du lobby pour l'armement. Vous savez très bien que c'est une industrie clé. La France est parmi les 10 premiers producteurs au monde. Et là, on a bien évidemment des questions éthiques. On ne peut pas être en guerre contre le terrorisme au Mali ou en Syrie, puis vendre des armes à un pays comme l'Arabie, un gouvernement, il ne faut jamais parler des populations, mais un gouvernement comme l'Arabie Saoudite qui est un promoteur d'une idéologie extrémiste, fondamentaliste, et qui aujourd'hui est un pays en guerre qui utilise des armes françaises. Un des plus gros contrats, les meilleurs contrats en termes d'armement. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a ça. Si vous vous intéressez un petit peu à l'industrie de l'armement, vous avez le film de Nicolas Cage est très bon là-dessus, sur Lord of War, qui est à mon sens, qui décrit une partie de la réalité avec tout le cynisme que ça représente. Beaucoup de contrats sont négociés ici dans les lobbies des hôtels parisiens, avec des intermédiaires, etc., etc. Et puis beaucoup d'argent qui circule effectivement sans réel contrôle. Après, bien évidemment, ça a des conséquences, ça a des conséquences sur les citoyens. Donc là, c'est un des aspects de ce qui est, si vous prenez une institution comme le Sénat, en France, vous savez que les entreprises de l'armement sont intouchables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles font partie de la République. Donc vous avez cette caste intermédiaire au service d'une caste au-dessus. Et comment on l'explique? D'après vous, pourquoi on est arrivé à cette matrice finalement? Eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme français, c'est un capitalisme d'État. Il y a un ouvrage à la découverte qui s'appelle « L'histoire secrète du capitalisme français » où vous avez une description assez intéressante du lien qui est fait entre à la fois l'histoire de comment la France a été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale et comment la majorité des grandes entreprises sont liées à des secteurs où l'État a massivement investi, ou en tout cas a fait un espèce de double rôle en disant on est là, on est avec vous, mais finalement c'est une entreprise privée. Prenez Dassault, prenez Total. Aujourd'hui, Total ne pourrait pas exister s'il y avait encore des réseaux de France-Afrique, notamment au Gabon, au Cameroun, etc. S'il n'y avait pas le maintien d'un certain nombre de présidents, ou de responsables politiques, ou de relais politiques, etc. etc. Donc tout ça, ça s'explique historiquement. La même chose sur la question de l'uranium, et on peut démultiplier les exemples à l'infini. Aujourd'hui, vous savez qu'Orange est extrêmement bien implanté. J'étais il y a quelques temps au Mali. Vous allez dans un petit village au Mali, vous allez voir deux entreprises. C'est la mondialisation marchande, c'est Orange et Coca-Cola. La matrice du capitalisme français, elle est liée à ça. Contrairement à tous les discours qu'on nous dit sur le fait qu'il faut entreprendre, qu'on peut réussir, peut-être un Dassault, etc., etc. C'est lié, l'État français est un État organisateur, y compris du capitalisme français, qui n'est pas un capitalisme de... Alors bien sûr, il y a quelques entreprises qui sont fruits d'un travail, d'entrepreneurs, etc. Ça existe, mais ce n'est pas ce qu'il y a de majoritaire aujourd'hui dans le système politique français. Donc ça, il y a une tradition de lobbying qui est cachée, qui n'est pas forcément clairement assumée. On a une certaine pudeur à l'évoquer. D'ailleurs, vous avez toujours un discours un petit peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'on va vous dire la République, etc. Et finalement, vous allez avoir un petit peu tout l'inverse. Sur la question, tout à l'heure, j'évoquais la question des lois mémorielles. Les lois mémorielles, en France, vous savez combien il y en a? Ça vous dit quand je dis loi mémorielle, qu'est-ce que ça signifie pour vous? En fait, les lois mémorielles, c'est des lois qui figent une vision de l'histoire. Je vais vous donner l'exemple de deux lois. Enfin, il y en a d'autres, il y en a à peu près 4. Il y en a une qui est en révision. Ça a commencé par la loi Guesso, sur la question de l'antisémitisme et du négationnisme. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se dire que si vous opposez une vision à une lecture de l'histoire, qui devient une lecture politique, et non pas un travail d'historien, un travail soumis au travail de recherche, on est condamné à 45 000 € d'amende. Sauf que la question du révisionnisme, c'est pas une question, politique. C'est une question aussi liée à un certain lobbying qui est fait par un certain nombre d'associations. En l'occurrence, en France, pour la question arménienne, l'UGAL, qui est une fédération d'associations arméniennes. Et regardez une carte de France, vous allez voir qui a voté, qui a défendu de manière acharnée la question de la reconnaissance du génocide arménien. Vous allez voir que c'est là où vous avez des descendants de
libération arménienne. Et là, vous avez aussi affaire à une autre forme de lobbying, qui n'est pas celui qu'on a évoqué, qui peut être pharmaceutique, qui peut être celui de l'armement, mais qui est un lobbying politique, pour des raisons électoralistes. C'est-à-dire que ça nous permet de s'assurer des voix. C'est valable, j'évoquais ces cas-là sur la loi Guesso. Enfin, vous avez d'autres exemples à d'autres échelons. Sauf qu'à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui, le législateur est aussi historien? Est-ce que c'est aux responsables politiques de dire il y a eu un génocide, combien il y a eu de morts, etc. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail, d'ailleurs, il y a un travail qui est entamé entre des historiens arméniens et turcs sur cette question-là, et cette loi a même bloqué un petit peu ce qui s'est produit. Ça a figé un peu certains responsables turcs, ça a bloqué un processus qui était en cours. Donc on peut, là je vous ai donné quelques exemples de ce qui se fait en matière de lobbying, mais je pense qu'on a d'autres lectures de ce que représente le lobbying. Et la question qu'on se pose finalement, c'est jusqu'où un certain nombre de responsables politiques, parce que quand il y a une campagne électorale, vous savez qu'il y a un programme, il y a des idées, on défend des convictions, etc. Jusqu'où sont portées les limites de ces convictions, et jusqu'où en France, il y a un lobbying qui, une fois de plus, n'est pas assumé, contrairement aux États-Unis, qui vont vous le dire. Ça va être de façon très claire. Donc, vous avez cette caste, comme je vous l'ai dit, politique, qui est à la fois, vous prenez un sénateur ou un sénateur-maire, parce qu'il y en a eu un, notamment un Clamart, qui défendait de manière acharnée cette loi de reconnaissance du génocide arménien, c'est l'ancien maire. Eh bien, c'est une caste intermédiaire qui peut être au service d'industrie, d'industriels, et puis, à la base, il y a aussi des pressions politiques, il y a des pressions d'organisation. Il y a un lobbying aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, qui est le fruit d'associations, d'ONG, etc. Donc il y a toutes ces dimensions-là, toutes ces facettes-là à prendre en compte s'il y a un travail qui est effectué sur cette question de la Constitution. Comment on fait aujourd'hui pour contrecarrer cette question d'un lobbying communautariste, c'est-à-dire d'associations qui vous disent si vous ne reconnaissez pas cette loi, vous n'aurez pas mes votes, et l'élu se dit bon ben moi j'ai une échéance à l'électorale, je ne suis pas là sur des convictions, j'ai un mandat et j'aimerais rester encore... J'aimerais être là la prochaine fois. J'ai donné cet exemple une fois de plus, hein, c'est l'exemple, on peut le démultiplier sur d'autres exemples, sur un lobbying aussi qui a fonctionné. Sur un lobbying qui a fonctionné. Vous aviez aussi la loi du 23 février 2004-2005 de reconnaissance du rôle positif du colonialisme et de son enseignement dans les livres scolaires. Et cette loi, si vous regardez, pareil, vous allez avoir des gens comme Ciotti dans le Sud, etc., où vous avez des associations de rapatriés d'Afrique du Nord qui ont fait un travail de lobbying pour faire reconnaître. Voilà. Donc vous avez ces logiques politiques de lobbying citoyen qui passent par le bas. Vous n'avez pas que des logiques par le haut, des industriels, de l'histoire. Est-ce que le législateur doit figer l'histoire? Et est-ce que ce lobbying, finalement, n'est pas aussi une forme de communautarisme? Ce communautarisme dont on entend souvent parler, et on ne sait pas le définir, on dit quelque chose, le communautarisme. Bon, est-ce que quelqu'un est capable de le définir? Est-ce que les lois mémorielles, est-ce qu'on peut partir du constat de se dire que les lois mémorielles sont une forme de communautarisme parce qu'elles sont le fruit de travail de certaines organisations qui ne s'inscrivent pas dans le champ national? Parce que la reconnaissance du génocide arménien, ce n'est pas l'histoire de France, c'est une histoire effectivement universelle. On peut condamner une barbarie à titre universel comme bien d'autres, mais je ne sais pas, enfin, on m'explique quel est le cadre, pourquoi en France aujourd'hui on a ce genre d'approche. Et le risque aussi, c'est l'émiettement de vision, de vision, etc. Et je suis tout à fait d'accord, les historiens sont majoritairement opposés à ces questions-là. Maintenant, il y a, dans ce qui a été abordé, il y a la question des ONG. Bon, les ONG, la tradition d'intervention, et vous savez, en relations internationales, il y a toujours deux écoles, ceux qui disent qu'il faut aller voir ce qui se passe chez son voisin, il faut rentrer chez lui, se dire, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer, y compris pour l'aider, avec de bonnes intentions. D'autres qui disent finalement, on va faire d'abord s'occuper de chez nous, qu'on a un ministère de la Défense, c'est pour défendre un territoire et pas pour que les armées se retrouvent à l'étranger. Et pareil sur cette question démocratique, sur la question de la guerre. Aujourd'hui, quand on nous dit que la France est en guerre, est-ce que les citoyens français ont décidé que la France le soit? Est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens ont été consultés sur les interventions en Syrie, au Mali, en Centrafrique, etc. etc. Et là, c'est là où il y a aussi un jeu qui est extrêmement subtil sur la question des ONG. Je vais vous donner un exemple concret de comment on utilise cette question qui était une question à la base humanitaire. Et vous connaissez certainement l'histoire de l'humanitaire qui s'est déroulée notamment dans la phase de la conquête africaine, début du XXe siècle, qui était vaccin contre Bible, on vous apporte à la fois de la santé, puis cette idée, finalement, on vient vous aider avec des personnes de bonne volonté, comme il en existe. Et vous avez une des questions les plus spectaculaires de l'instrumentalisation
de l'humanitaire et de ces questions d'ONG relais lors de la guerre du Biafra. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode. Au Nigeria, région où il y a du pétrole, eh bien, il y a un sentiment par la population d'être discriminée par le pouvoir central, etc. Donc là, il y a une situation de conflit, concrètement. Il y a des ressources. Et là, la question de l'humanitaire, à l'époque, à la fin des années 60, et vous avez l'instrumentalisation de la question humanitaire en disant attention, regardez, les populations se font massacrer, etc. Il y avait une réalité, il y avait des réalités de tension, elles ne sont pas à nier. Et là, vous avez eu le rôle de l'humanitaire, ces questions-là, il faut intervenir au nom de l'humanitaire. Le fameux droit d'ingérence dont aujourd'hui on est en train de discuter, notamment avec un lobbyiste de renom qui s'appelle Tony Blair, qui a été l'un des artisans de l'invasion de l'Irak en 2003, comme on le sait tous maintenant, enfin, on savait déjà, je pense, à l'époque, je pense que là-dessus il y a eu... voilà. Mais c'est inscrit dans la constitution d'un certain nombre de pays, de le non-interventionnisme. Un pays comme l'Algérie aujourd'hui... Oui, en théorie. Sauf qu'en France, on va le justifier par le fait que la France a été menacée. Mais par exemple, la question aujourd'hui au Mali, qui est très compliquée, parce que c'est un État extrêmement faible, où il y a peu de services d'ordre, c'est une situation un petit peu compliquée, etc. Là, la justification, c'est que ça s'est fait dans un cadre international et que c'est le gouvernement militaire malien qui a demandé à ce qu'il y ait une intervention française. Donc voilà, mais la question, c'est de savoir aujourd'hui comment on peut limiter ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plus on prétend combattre le terrorisme, plus on a du terrorisme. On fait un constat implacable, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des interventions, en Afghanistan, on l'a vu là en Irak, on l'a vu en Syrie, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est assez problématique sur cette question-là. Aujourd'hui, les ONG sont aussi un acteur de lobbying. Ils sont un acteur de lobbying religieux. Vous avez tout un tas d'ONG qui ont une lecture religieuse. Vous allez voir des ONG qui vont vous dire on est contre Bachar al-Assad parce qu'il faut descendre le régime, etc. Donc ce sont des ONG qui ont une inspiration, qui sont plutôt dans la doctrine wahhabite saoudienne. Vous allez avoir d'autres ONG, comme ça a été le cas par exemple pendant le conflit, d'ailleurs qui n'est pas totalement réglé au Darfour, aux États-Unis, qui vont utiliser le charity business avec un George Clooney qui va dire c'est catastrophique ce qui se passe au Soudan, parce que le gouvernement soudanais a fait de son premier partenaire économique la Chine, et que dans le sud du Soudan, qui a été abandonné là où se trouve le pétrole, et bien qu'il fallait découper le pays en deux, et ça a fonctionné. Il y a un lobbying qui a consisté à dire c'est dégueulasse, c'est horrible, etc. Ça peut être fait aussi à travers le cinéma, ça peut être fait à travers les séries, etc. Donc voilà, les défis qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a le temps des écrans, différentes formes de lobby, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce lobby pharmaceutique, ce lobby financier qui représente tel et tel intérêt. Il y a des lobbying qui sont beaucoup plus doux, qui sont parfois maquillés, de bonne volonté, d'humanitaire, toutes ces questions-là. Et puis vous avez cette crise politique qui appelle à de nouveaux défis, qui appelle à de nouvelles responsabilités et ces différents échelons d'action. Et donc c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est qu'effectivement quand on parle des médias, comme je disais tout à l'heure, on en parle de manière générale, on oublie qu'une fois de plus, il faut être le relais de ces médias-là. Moi, j'engueule souvent des gens ou mes étudiants quand je leur dis ne relayez pas, simplement, ils me disent on ne peut pas critiquer. Mais bien sûr qu'il faut avoir un regard critique. Mais vous savez qu'il y a des journalistes qui font du bon boulot et on devrait les porter parce qu'il y a un travail qui est fait, il y a un travail en profondeur, il y a un travail. Ne soyons pas les acteurs de notre propre aliénation. Ensuite, sur l'échelon local, on le voit qu'aujourd'hui, il y a des dynamiques citoyennes. Dans mon premier ouvrage, j'avais travaillé sur cette question de la diversité en politique. J'ai vu, depuis 89, on a l'émergence de listes citoyennes qui ont fait 26% au fin fond du 91, 11% à Fresnes, etc. Qui sont aussi contraintes par ce que vous disiez tout à l'heure sur les étiquettes gauche-droite, parce qu'au bout d'un moment, si vous récupérez un conseiller municipal, il y a une personne qui va, je ne sais pas si vous l'avez vécu ici, mais qui va être récupérée, on va le prendre dans la majorité. Bon, ça fait partie des rouages et des jeux politique. Mais il n'empêche que cette crise aujourd'hui, y compris pour un certain nombre de nos concitoyens qui disent on ne me fera pas le truc encore une fois de plus du Front National, parce que ça va, eh bien, appelle à de nouvelles choses, à de nouvelles organisations, sachant que la politique, le travail politique ou le travail citoyen à l'échelle locale, ce sont des micro-réseaux, que les gens peuvent, il y a un réseau d'entre-soi, de connaissances, d'échanges, de partage de connaissances, et qui, à mon sens, est l'un des échelons aujourd'hui clé pour repenser un certain nombre d'actions citoyennes. Et imaginez demain, on a des expériences, vous voyez ce qui s'est passé en Espagne, et vous voyez les complications qu'il y a entre Podemos et Ciudadanos. Alors, Podemos, vous connaissez l'histoire, parce que tout à l'heure, Hakim disait, nous on travaille sur des choses un peu théoriques. C'est vrai que quand vous dites aux gens, vous travaillez sur la constituante, sur des textes de loi, bon.
Podemos, ils ont travaillé sur une question qui était la question du logement, la crise du logement en Espagne. Et cette question qui touchait tout un tas d'Espagnols. Enfin. Alors il y a un mouvement qui s'appelle Ciudadanos, mais qui est un petit peu plus subtil, hein, qui est un mouvement en fait qui est plus proche du Parti populaire, qui est un mouvement du centre droit, qui s'appelle Citoyen, et qui a une vision idéologique, mais qui est aussi en train de se décaler par rapport au Parti populaire. Donc il faut analyser ces différentes expériences, les expérimenter, les partager. On peut se dire que finalement, si demain il y a à l'échelon municipal, il y a des premières réussites, eh ben, qu'on peut être dans les cercles vertueux et non dans cette espèce de sinistrose qu'on a toujours en France ou ce French machine. Voilà, merci.